Ma fille a fait de la natation et après elle a fait du water polo. Il y a des coachs, moi je surveille toujours les coachs, je vais toujours voir à quoi ils ressemblent parce que mine de rien, il y a des gens pas nets, pas clairs et qui respectent pas les enfants et les adolescents. Mais je dis donc la condition, la seule, c'est que je puisse travailler. Marcel Proust a dit « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Eh bien, cette semaine, je vous présente Anne Biscaldi, une Française installée aux États-Unis qui incarne parfaitement cette quête de découverte au travers de ses voyages et de ses nombreuses adaptations. Anne a vécu dans 5 pays et déménagé pas moins de 17 fois. Elle a fait de la diversité culturelle et de l'ouverture d'esprit les piliers de sa vie. Son parcours, vous allez le voir, l'a mené de l'Irlande à la Floride, en passant par Londres, l'Allemagne, la Californie, le Colorado et depuis peu le Texas. Chaque lieu apporte ses défis spécifiques, s'adapter à de nouveaux systèmes éducatifs, rencontrer du monde, surmonter des obstacles linguistiques et recréer un foyer dans chaque nouvelle destination. Et en fait, c'est en arrivant aux États-Unis, Anne s'est interrogée sur ce que ça signifie vraiment de créer un foyer. Après une carrière dans l'hôtellerie puis dans la tech en Irlande, elle a ressenti, une fois installée en Floride avec sa famille, le besoin de changement, le besoin de sens aussi. Les États-Unis sont un terrain hyper fertile pour l'expérimentation et les passions, et ça l'a conduite vers l'un de ses tout premiers amours, le sport. Anne souligne l'impact positif du sport dans sa vie et elle compare un peu les mentalités sportives entre la France et les États-Unis. Depuis, elle est devenue coach sportive et le sport, qui est devenu le ciment de son couple, a porté sa famille un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, elle est au Texas et elle évoque avec un recul assez fascinant la culture propre à chaque État américain et cette sensation de redécouverte constante, comme un besoin finalement de se remettre en jeu, de se remettre en danger pour cette passionnée de sport. Vous allez le voir, l'histoire d'Anne Biscaldi est un témoignage très inspirant de résilience et d'adaptabilité. Elle nous rappelle que chaque déplacement est une opportunité de voir le monde avec des yeux neufs et d'embrasser les changements avec courage et curiosité. Mais en parlant d'adaptabilité, est-ce qu'on est vraiment les mêmes à chaque fois qu'on s'installe dans un nouvel endroit ? Eh bien, je vous invite à découvrir quelques réponses dans ma conversation avec Anne. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Bonjour Anne-Fleur, bonjour à tout le monde. Donc je m'appelle Anne Biscaldi. Je suis mariée à un Français depuis 2000. Et en fait, le fil conducteur de notre vie, c'est qu'on n'a pas arrêté de bouger et que nos enfants aussi. Donc 5 pays, 17 déménagements, 4 maisons, 3 reventes. En combien de temps ? Depuis 1998. Ah ouais, quand même. J'avais écouté une autre interview et j'avais fait pareil la jeune femme qui vit au Québec. Je dis à mon futur mari à l'époque, je lui dis si tu veux pas me suivre à l'étranger, non merci. Voilà. Donc ça a été the deal breaker de ce côté-là. Je dis si tu veux rester dans le sud de la France, donc dès que les études sont terminées, Londres, et puis ça a commencé et lui il m'a rejoint après le service militaire et c'est reparti quoi. Voilà. Génial. Tu nous parles d'où aujourd'hui, Anne ? Alors moi on est maintenant au Colorado, Longmont, c'est près de Boulder. On a atterri ici parce que notre fille voulait faire le IB Diploma, le International Baccalaureate, et il y en a un juste à côté. Je connaissais pas du tout ce coin. Il y en a pas d'autres aux États-Unis, il y en a d'autres aux US, non ? Mais en fait, au Colorado, t'as Lafayette. L'école fait très peur, ça ressemble à un bunker. L'autre est à Boulder au sud. T'as pas une maison à moins d'1 million. Et le troisième, c'est Niwot High School. C'est un tout petit village. Il y a même pas de... L'infrastructure est amusante parce qu'en fait, il n'y a même pas de fence, de murs et tout ça. Il n'y a absolument rien autour. C'est les champs. Très perturbant au départ, surtout quand tu viens de Californie. Mais voilà.
Très bien. Eh ben, écoute, on va prendre le temps de retracer ton parcours aujourd'hui, mais en tout cas, bienvenue dans French Expat. Et merci pour ta flexibilité et ta compréhension, parce que c'est pas la première fois qu'on essaye de se parler. On devait se parler en personne. Et généralement, c'est vrai que c'est ce que je fais quand les gens vivent dans la même région que moi. Mais quand on avait prévu ça, on s'est pris une grosse tempête de neige et j'ai eu des problèmes de voiture. Donc, je suis contente qu'on ait trouvé quand même un créneau pour faire tout ça. Alors, écoute, je te propose qu'on reparte un petit peu en arrière et qu'on remonte un peu le fil chronologiquement. Tu me dis donc que ta vie à l'étranger finalement a commencé en 99, 98. Elle ressemblait à quoi ta vie avant parce que je sais que tu as toujours voulu aller à l'étranger. Tu nous en as donné une petite idée tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée d'où te vient en fait cette envie, cette passion ? Ah ouais, mes parents, ils avaient un restaurant, donc j'ai vécu, je suis née à Angers et jusqu'à l'âge de partir, j'ai jamais quitté cette ville. Parce qu'ils étaient dans la restauration et vous pouviez pas facilement partir ? Je connais très bien les régions de France, mais la première fois que j'ai pris l'avion toute seule, c'était à 21 ans. Et en fait, à 13 ans, je suis allée en Allemagne, un jumelage avec la ville à Osnabrück. Et la sensation de parler une nouvelle vie où tu as tout à découvrir et puis tu es quelqu'un de nouveau. Tu n'as pas de passé, etc. Et puis, un espèce de sentiment de légèreté et de positivité que tu n'as pas en France. Et tu penses que c'était lié au fait de partir à l'étranger ou à l'Allemagne en particulier ? Alors, j'ai toujours voulu vivre en Allemagne, mais mon mari parle pas allemand. Il me dit « Ah non, jamais je te suis là-bas ». Donc, j'y suis retournée toute seule avant que je le connaisse. Mais après, je me suis dit « Non, c'est pas que l'Allemagne, c'est que j'ai envie de vivre à l'étranger ». Il y a des gens, ils ont des choix, des buts de carrière, des goals dans la vie. Moi, c'était de vivre à l'étranger. Ça a toujours été... j'ai toujours, même s'il y avait un gamin étranger, ou qui parle une langue étrangère, tout de suite, c'était un aimant. Du coup, tu apprends beaucoup de langues en grandissant, du coup, parce que tu as envie de t'ouvrir à tout ça ? Ouais, exactement. J'ai fait langues étrangères appliquées, principalement l'allemand et l'anglais. Après, j'ai fait un peu de hollandais, de l'italien. Et ouais, c'est à peu près tout. D'accord, c'est déjà pas mal. Et du coup, tu parles ces 4 langues couramment ? Non. Puis maintenant ? Anglais et puis les 2 autres, le Dutch parce que en fait c'est très similaire avec l'allemand, donc je pourrais le lire, mais autrement non. C'est déjà une belle perf. Chaque été, pour gagner de l'argent puis pour continuer les langues, je partais en tant que serveuse. Donc le premier, je me suis fait l'Allemagne, puis je choisissais des endroits bien paumés, en fait, où personne parlait français. Je t'assure que je rêvais en allemand. Je n'ai pas parlé pendant 4 mois français. C'est fou parce que au départ, quand je suis arrivée en Allemagne, après 10 ans et étudier la langue, je ne comprenais personne. J'étais terrorisée. Je croyais que tout le monde s'engueulait. Parce que le ton paraît agressif si tu le comprends pas, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, et puis en fait, c'est très standard à l'école, mais quand c'est dans la vraie vie, puis en plus dans un restaurant, il y a du bruit, il y a beaucoup de gens. C'est très vieux, en fait. C'est juste après 5 ans après la chute du mur de Berlin. Tu commençais à avoir des ex-allemands de l'Est qui venaient, le dialecte, l'accent et tout ça, que dalle. Choc culturel pour tout le monde, j'imagine. Ouais. Mais du coup, après 4 mois, impec. Plus rien à faire à la fac, ça gazait bien, quoi. Non, puis c'est intéressant, quoi. Surtout dans le domaine de la restauration, t'as un espèce de cocon où on vit ensemble, on travaille ensemble. Puis c'est très, très, très multiculturel. Moi, je vivais avec une Finlandaise, une Suédoise. Il y avait des Africans, Afrikaners. Vraiment très multiculturel, quoi. Donc, tu as fait l'Allemagne. Tu as fait quoi d'autre, du coup, après, comme pays en tant que serveuse ? Et l'été d'après, j'ai fait le Amberley Castle, le sud de Londres, près de la côte. Pareil, un petit village. Je traversais les champs pour aller travailler. C'était un peu un film, ton truc. Le château est de siècles. Je t'assure, il y a un pont-levis pour ouvrir, etc. Pas du tout pratique à travailler parce que pas d'ascenseur, rien, tu marchais. Donc c'est pittoresque, mais quand ils travaillent, c'est déjà moins sympa, quoi. Donc une fois que j'ai fini ces études-là, je me suis dit, mais t'as des langues étrangères, mais tu en fais quoi avec, quoi? À la fac, on me disait, tu seras secrétaire trilingue. J'ai dit, alors là, non. Donc j'ai dit,
Je vais prendre d'autres que ce que je sais faire. Donc, j'ai fait un BTS d'hôtellerie-restauration, gestion marketing à Donf. Et c'est là que j'ai rencontré mon futur mari, en fait. Restage là-bas. Donc, du coup, je pars aux États-Unis, dans l'Idaho, à Sun Valley. Encore un choc culturel parce que tu penses que tu parles l'anglais, mais une fois que tu arrives là-bas, tu te dis oh là là. Et c'est amusant parce que déjà, quand tu regardes la télé, ou parce que j'adorais les films non traduits évidemment, et c'est vrai qu'entre l'Angleterre, l'Irlande et les US, c'est 3 langues différentes, quoi. Eux, ils ont du mal, donc nous qui parlons français à la base, on a encore plus de mal, quoi. Puis on apprend beaucoup l'anglais très articulé finalement d'Europe en vivant en Europe. Enfin, je sais pas comment c'est, j'imagine qu'en LEA, c'est peut-être un peu plus poussé quand même, mais... Et puis, dans une classe, il n'y a pas de bruit, t'as pas à réfléchir, c'est très contrôlé comme environnement. Alors, quand tu bosses en plus, des fois, en allemand, j'avais mal à la tête. Juste de réfléchir, j'en en pouvais plus, quoi. L'anglais, c'est une langue facile, mais l'allemand, parce que tu mets le verbe à la fin, et ben, tu comprends pas la phrase jusqu'à ce que tu aies fini la phrase, etc. C'est une gymnastique qui est différente, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et alors, comment est-ce que tu l'as rencontré, ton futur mari? Old school à l'époque. J'étais copine avec Cécile et lui, il était copain avec François et Cécile, son frère et sœur. Lui venait de se faire larguer. Moi, j'étais la nana consolatrice et en fait, à l'époque, je dis bon ben c'est un petit copain. Je me suis pas dit c'est le mari. C'est l'homme de ma vie. Mais donc on a fait l'école hôtelière de Nice. Moi, je devais peut-être aller en Alsace et lui, il s'est dit est-ce que je vais bouger en Alsace pour me faire un changement? Et puis finalement, ça s'est fait qu'on est tous les deux restés lui, il est resté à Nice et moi, je suis descendue à Nice et c'est comme ça qu'on s'est connus, quoi. Voilà. Alors, du coup, ça nous amène en quelle année, là? Tu finis l'école hôtelière? 98. Et donc, c'est là que vous partez à Londres? Alors oui, alors moi, dès que j'ai fini, je pars à Londres, mais toute seule, parce que lui, c'est la dernière année où le service militaire est obligatoire. Il a essayé de s'en échapper, mais c'est la dernière année en plus. Je pars toute seule, je dis à mes parents, je prends un ticket de train Eurostar, ticket aller, pas retour. Donc à chaque fois, je me trouve des petits jobs. Je prends le fascicule des relais et châteaux. Ils sont tous listés par pays. Et puis, comme j'ai de l'expérience en gastronomie, hôtellerie assez élevée, quoi, je dis, à chaque fois que j'essaye, j'envoie mes petits CV par lettre. Et à chaque fois, j'ai eu des coups de bol. Par exemple, en Allemagne, ma lettre se retrouve dans l'office d'un monsieur et il voit, tu sais, les stamps avec que ça vient d'Angers. Et Angers, c'est sa ville natale. Puis un jour, j'entends mon père dans sa cuisine, puis il dit oui, elle veut travailler en Allemagne et tout ça. C'est l'apprenti d'un copain de mon père, en fait. Il a fait sa vie en Allemagne, mais c'est grâce à lui, concours de circonstances, on vient de la même ville, quoi. Ah, donc les Français qui se donnent quand même des petits coups de pouce. Aux US, ma première cliente, son mari est d'Angers. Ah oui, donc Angers, c'est the place to be, quoi. Ah pas vraiment. C'est une belle ville, mais enfin, je ne sais pas, quoi. Non, toujours d'un concours de circonstances, tu te dis, un petit coup de pouce du destin. Voilà. Ouais. Et alors, du coup, tu parles dans quel contexte à Londres à ce moment-là? Eh bien, je pars pour travailler en hôtellerie. Ce qui est bien, c'est que quand tu travailles en hôtellerie-restauration, tu es toujours logé et nourri. Donc, j'arrive en plein cœur de Londres. C'est le coin des ambassades. South Kensington, et je travaille pour un... Kensington, c'est le quartier très français, justement, non? Ouais, tout à fait. Des ambassades et très français, quoi. Très touristique aussi. Je commence un travail de réceptionniste là-bas, 8h du matin, 8h du soir. Tu n'as pas tes week-ends. Ouais, c'est un rythme intense, quoi. Assez intense, ouais. Surtout qu'ils font toujours du surbooking et que la manager prend tous ses week-ends, nous souhaite bonne chance pour le week-end et toi, tu as 10 chambres qui te restent sur les bras. Ma collègue est allemande et je crois qu'on l'a bien insultée dans toutes les langues. À chaque fois qu'elle nous disait bon week-end, on se regardait, je dis oh là là. Ouais, chaud. Mais grâce à cette nana, c'est vrai qu'on a passé de sacrées heures ensemble à essayer on gérait tout en fait. C'est fou, mais
On gérait vraiment l'avant de l'hôtel, quoi. Puis Londres, c'est touristique, mais toute l'année. T'as pas une saison morte, une saison. C'est le camp aussi on a eu des petits attentats, des alertes à la bombe. Il y a eu des attentats. Les attentats, c'était à ce moment-là? Non, mais en fait, c'est des attentats des petits. Des choses qui n'ont pas forcément défrayé la chronique internationale, mais d'accord. En un an, on en a eu 2 quand même. Donc, vache. Et puis en plus, tu as des procédures pour évacuer les gens, etc., qui n'ont pas envie d'être évacués. Ouais. Mais puis des hôtels de cette taille-là. Donc voilà. Après, j'ai retrouvé un autre job. Donc c'est Guest Relation Officer. En fait, tu t'occupes que des VIP dans un palace à Marble Arch. Du grand délire, cet hôtel, parce qu'en fait, non, c'est vrai, parce qu'en fait, il est géré par la chaîne intercontinentale, mais il appartient à un Tchèque de l'Arabie Saoudite. Donc, tu as tout le Middle East qui vient en vacances l'été. Et c'est des gens qui viennent, par exemple, qui ont des exigences, qui vivent dans le luxe. Ils viennent payer le séjour avec une mallette de cash. Et tu comptes le blé, etc. C'est particulier. Une diversité d'expériences, là. Puis, ils ont des demandes, des fois, de l'ailleurs, quoi. Non n'est pas une réponse. Ce n'est pas possible n'est pas une réponse. Très fou encore en type de population, quoi. Et là, finalement, mon mari a fini. Il nous rejoint. Donc, ça dure combien de temps, le service militaire? C'est 1 an? C'est 1 an, ouais. Entre-temps, moi, j'ai rencontré un Français, donc on se dit, quand Olivier il arrive, on cherche un appart à 3 et on va avoir notre propre endroit. Donc, on vit à Balam, le coin très indien. Maintenant, ça a changé. C'est plus du tout le même, mais à l'époque, c'est Bollywood. Ça sent le curry du matin jusque ça, mais j'adore Londres pour ça parce que ça a ces quartiers super spécifiques comme Paris, mais je connais pas bien Paris. Mais Londres, c'est vraiment très multiculturel, exotique, quoi. Ouais. Super. Alors du coup, au final, tu restes combien de temps à Londres? 8 ans, c'est ça que tu me disais? Presque 1 an. Ce qui se passe, c'est que je trouve un job pour mon mari. Parce qu'après 1 an à Londres, on se dit on peut pas continuer comme ça parce que lui, il travaille en restauration, moi en hôtellerie, donc en 1 an, on ne se voit pas. Jamais. Pas les mêmes jours, pas les mêmes horaires. Une fois, on voit un film ensemble au cinéma, puis il me dit ah là c'est fou, ça ressemble à un endroit. Il me dit mais c'est mon banc. On vivait en zone 3 et on travaillait en zone 1. Tu n'as pas le temps de prendre pendant ta pause les transports en commun. Donc il dormait comme un sans-abri sur un banc. Et je dis oh là là, ça m'a fait mal au cœur. Il me dit mais c'est mon banc, j'ai dormi je sais pas combien d'heures dessus. Donc du coup je trouve un job pour mon mari et j'ai pas réalisé que le job il est à Dublin. Le numéro de fax, oui effectivement, mais moi j'ai contacté une agence, on a contacté une agence locale quoi. Mon mari à l'époque l'anglais c'est pas sa tasse de thé. Ah ouais, dans l'hôtellerie, je pensais que c'était obligatoire en école d'hôtellerie. Oui, il a l'anglais hôtellerie. Point. Faut pas sortir de ce sujet-là quoi. Toutes les interviews ont tout fait par cœur, etc. Les entretiens d'embauche, tu veux dire? On a tout préparé, quoi. Alors que maintenant, c'est bon, quoi. Lui, il part à Dublin, il fait sa période d'essai pendant 3 mois. Moi, je dis, bon, je vais rester derrière à Londres, hein, le temps que ça se voit, on voit si ça te plaît pas, le job, etc. Puis là, on change complètement de carrière. Lui, il a toujours été passionné d'informatique, mais à bidouiller... Puis je te parle du hardware. Hein. Et il se retrouve à travailler pour Gateway, une boîte d'informatique américaine. Donc en fait, ton packaging, c'était blanc avec ta tache noire. C'est pour ça qu'on se faisait voler je sais pas combien d'ailleurs d'ordinateurs, parce que dès que tu voyais le logo, plus ça, tu savais qu'à l'intérieur du colis, il y avait des ordinateurs. Il a commencé au support technique. Tu étais payé, tu avais des primes de langue pour parler ta propre langue. C'était des centres d'appel, tu avais toutes les langues représentées de l'Europe. Quoi. Donc là, on arrive à Dublin, c'est The Celtic Tiger. Je ne sais pas si tu connais cette période-là, c'est le boom économique irlandais. C'est du jamais vu, 9% de croissance. Et en fait, ils ont fait... ça a été un concours de circonstances. Ils ont presque pas de taxation pour les entreprises pendant 10 ans.
Donc, en fait, toutes les entreprises américaines sont venues et même du monde entier, quoi. Donc, tu avais des call centers, par exemple Budget, ils disent t'es en France. Non, t'es pas en France, t'es au rond-point à côté de chez moi. Je sais parce que je suis juste à côté, j'habite à côté. Donc, à l'époque, on te faisait croire que c'était des call centers en France, en Espagne, en Italie, etc. Tous à Dublin, quoi. On avait une vingtaine d'années, pas d'enfants encore, et dès que tu rencontrais dans chaque boîte, tu connaissais un Allemand, hop, tu connaissais tous les Allemands du coin. Donc toi, tu bossais pour eux aussi finalement? Alors moi, après, j'ai fait finance, du crédit de contrôle, tu sais, pour demander le paiement des factures. Quelques mois après, j'ai rejoint et j'ai fait dans l'entreprise de la finance, ouais. Donc j'avais plusieurs marchés aussi, soit en anglais, soit en français ou soit en allemand. Et puis, on est resté quelques années pour cette boîte-là. Parallèlement, on se marie, même si on habite à Dublin, on retourne se marier en France, dans ma région. Et puis c'est là où Dublin, on a fait 8 ans. Donc nos 2 enfants sont nés à Dublin en 2002, pardon, et puis après en 2004, voilà. Donc c'est pour ça que nos enfants, ils sont irlandais de nationalité, français à cause de nous. À cause ou grâce? Ouais, non, tout à fait. Tout à fait. Et plus tard, quand on devient citoyen américain, ils sont devenus aussi américains, quoi. Alors justement, le move aux États-Unis, il apparaît comment en fait un peu sur votre radar? Est-ce que toi qui avais toujours rêvé de vivre à l'étranger, t'étais toujours un peu dans cette recherche de quelle va être notre prochaine escale, ou est-ce que t'étais finalement bien, quoi? Dublin, c'était sympa, le Royaume-Uni, c'était cool? Alors Dublin, après 8 ans, c'est une île, une petite île. T'avais l'impression d'avoir fait le tour, et on voulait changer, mais la restriction, c'est les langues étrangères, quoi. Moi, Olivier parle l'espagnol, moi allemand, donc fallait qu'on reste dans un pays anglophone. On voulait bouger, mais sans bouger, parce qu'on avait 2 enfants en bas âge. Et puis en fait, l'opportunité s'est faite avec Citrix. Olivier a bossé pour 15 ans pour cette boîte-là. Des années à Dublin, parce que leur siège européen est à Dublin. Il y a beaucoup de sièges tech, des sièges européens, Facebook, tous les trucs comme ça, Amazon. On avait Facebook, Google. C'est un super endroit, en fait, près de la mer, où en fait, c'est un pôle. Tu avais tous les call centers. À Dublin, pendant la période économique super fast, on n'arrivait plus à mettre le nombre d'employés par building. Donc, on cherchait toujours de l'expansion pour faciliter tout ça. Quoi. Mais en fait, oui, donc on voulait bouger, mais pas de plan précis parce qu'on savait pas où aller. Et puis, l'occasion s'est faite que Olivier travaillait pour un boss irlandais, mais qui était sur un projet au headquarters aux US. Et Citrix, c'est Fort Lauderdale en Floride. Donc, un jour, il lui dit, voilà, ton projet, est-ce que tu veux le faire aux US, le continuer aux US? Et puis, donc, Olivier me dit, je vais peut-être parler à ma femme. Et je dis, moi, je te suis, mais je veux un permis de travail. Si donc, lui, il avait le L1, moi, j'ai eu l'autre après. Et, donc, je devais juste attendre 3 mois pour pouvoir commencer et faire tous les papiers, évidemment. Mais je dis donc, la condition, la seule, c'est que je puisse travailler. Et puis, ça s'est fait et ça s'est fait super vite. Il a fallu qu'on vende notre maison. On est parti, la maison était toujours pas vendue. On ne pouvait pas la mettre sur le marché parce qu'on attendait les papiers, le visa, etc. Ouais, pour être sûr, en fait. C'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue. On ne sait pas dans quel sens prendre le truc. Tant que tu n'as pas le visa, rien n'est fait, quoi. Donc, on n'osait pas en parler aux amis parce qu'on s'est dit, ça va jinxer le truc. Donc, on attendait. Du coup, c'est vachement solitaire quand même de se lancer dans un projet sans pouvoir en parler vraiment autour de vous. C'est pas, heureusement que vous avez vous, quoi, mais. Oui, surtout qu'en plus, donc on a déjà acheté notre première maison à Dublin quand on s'est fait virer de Gateway, mais on a les primes de licenciement et avec cette prime, en fait, on a le montant minimum pour acheter notre première maison sur plan, etc. Et en fait, nos copains disent « Ah, elle est sympa votre maison !» Donc, on a un copain qui est venu, puis qui s'est installé. Deuxième, troisième. Donc, en fait, on avait créé une French Connection. Il y avait 5 maisons
l'une à côté de l'autre, on était tous ensemble. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que de pas dire à personne, etc. Qu'on part, puis ça demande de l'organisation. Faut tout vendre parce que l'ampérage électrique est différent. On a tout vendu, il n'y a plus rien, quoi. Donc à la fin, on a fini par faire un tableau Excel et puis les gars, venez chercher ce que vous voulez. Donc ouais, on part finalement le 11 septembre. On se dit on va peut-être essayer après les attentats, peut-être que le billet sera un peu moins cher. Et puis on arrive en 2007 en Floride, quoi. Donc grosse transition par rapport à l'Irlande, c'est clair. Les petits, ils ont quel âge à ce moment-là? Du coup, il y en a un qui a 1 an. Non, Julian, il a 3 ans et Tessa, elle a 5 ans. Donc elle commence l'école, kindergarten. Mon mari commence un nouveau boulot. Et puis moi, je me retrouve dans une maison absolument vide. Rien n'a été shippé. Ah, vous n'avez pas reçu vos cartons ni rien du tout? Voilà, on avait un cargo parce que mon mari, il avait eu l'idée de prendre sa moto. Sa moto n'a pas été acceptée et ça a bloqué le conteneur. Donc pendant 3 mois, on n'avait absolument rien. 3 mois, c'est long quand même avec des enfants. Ils ont mangé par terre parce que je dis, on dormait sur des matelas gonflables qui se dégonflaient chaque nuit. C'est un peu... moi, heureusement que j'avais des voisines, mais super, parce que tu t'imagines, t'arrives d'Irlande, t'es des Français, et t'as rien. Ouais. On a 8 bagages et c'est tout. Avec nous 4. Et puis, mine de rien, les enfants, ils ont un accent irlandais. Eux aussi, il faut qu'ils apprennent tout par eux-mêmes, etc. Ma fille nous a dit des années après qu'on se foutait d'elle, de son accent. Oh, c'est dur. Ouais, mais plus les adultes, en fait, que les enfants. Donc, pas cool. Mon petit, il a 3 ans, donc lui, je l'ai mis un petit peu à la crèche, mais lui et moi, on n'a rien à faire, on n'a rien autour de nous, quoi. Donc c'est un peu désertique. Tu disais que ta condition pour pouvoir venir t'installer aux États-Unis, c'était d'avoir un permis de travail. Tu pars avec quoi comme projet professionnel, du coup ? Et est-ce que ton permis de travail, tu l'as tout de suite ou est-ce que, parce que je sais qu'il y a certains visas quand on suit quelqu'un où il y a une période de carence, en fait, il faut faire une demande une fois qu'on est sur place? Voilà. Donc en Irlande, je travaille en finance, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé, je fais ça pour payer les factures, quoi. Olivier me dit, t'as toujours été intéressé par la nutrition, c'est complémentaire de la restauration. Donc j'ai repris des études, j'ai fait ça. Par correspondance. Tu as fait quoi comme étude, du coup ? Un boulot, 2 enfants, par correspondance. Au départ, j'ai fait le CNED. Si tu te formes pour les États-Unis, du coup ? C'est reparti à zéro parce qu'en fait, j'ai eu mon diplôme en Irlande en juin. On est parti en septembre et évidemment, mon diplôme n'a pas été reconnu. Un classique. Voilà, classique. Donc, je dis, qu'est-ce qui est complémentaire à la nutrition ? Le sport. Puis ça m'intéresse. Donc, en fait, du coup, c'est là que j'ai trouvé... ma vocation, mon vrai métier pour moi, c'est ça. Je suis coach sportif et j'ai trouvé ma vocation ici aux US. J'ai étudié, j'avais que ça à faire. J'étais toute seule dans une maison vide avec un enfant. Donc en fait, sur mon laptop, j'ai fait en 3 mois. Je crois que j'ai étudié en 3 mois non-stop. Et puis donc en décembre 2008, je suis devenue personal trainer. Tel diplôme, mais après, il faut trouver des clients, quoi. Et alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Parce que du coup, comme tu dis, c'est une révélation, en fait. Tu te redécouvres une passion une fois arrivé à l'étranger. Tu étais très sportive avant, tu vois, je sais pas comment ça t'arrive, tout ça. Ouais, à l'adolescence, je faisais de l'aviron, etc. Dans la vingtaine d'années, 20 à 30, non, rien, parce qu'avec des enfants et etc., pas le temps, rien. Par contre, j'avais de super problèmes de dos toute ma vie. Donc là, je dis, bon, je vais devenir... on va voir ce que ça donne, mais je vais essayer. Et en fait, j'ai réhabilité mes problèmes de dos par le sport, etc. Et c'est pour ça que quand j'ai des clients qui ont des problèmes de dos, je dis, ouais, c'est bon, vous êtes la bonne personne parce que c'est un sujet sensible, quoi. Donc, en fait, j'étudie... Je regarde un peu le marché et ça me permet de tuer le temps d'avoir mon visa. On a un couple d'amis australiens, eux, ils repartent chez eux et elle est exactement dans la même situation et gentiment, elle m'a aidé les démarches. Elle me dit, bon, alors voilà, tu vas recevoir tel document,
Elle m'a aidée pour le côté administratif de mon visa. Et à l'époque, ça s'est bien passé. J'ai vraiment eu que 3 mois à attendre. C'est pareil, la carte verte, on a eu de la chance. C'est carrément la boîte d'Olivier dit tu veux qu'on te sponsorise pour la carte verte? Je dis quoi? Mais oui! En 7 mois, on a eu notre carte verte. On a des amis, moi je connais quelqu'un, une personne indienne, 7 ans quoi. Donc en fait, il y a eu un concours de circonstances et que mon mari était manager déjà pour une boîte américaine. Donc les années irlandaises ont compté. À l'époque, le ratio français était pas mauvais. C'était les périodes d'avant, c'est plus comme maintenant. Donc c'était beaucoup plus facile. Puis nous, je veux dire, on n'a pas de casier judiciaire. On n'a pas eu des trucs bizarres, etc. On n'est pas venu avec un avocat et il y a des gens, c'est quelque chose, oui, c'est sûr. Pas besoin de traducteur, etc. Donc relativement facilité. Tu coches les cases, quoi, ça va. Donc, super. c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, je commence à faire des petits dépliants et je les mets dans les boîtes aux lettres. Et puis, j'ai quelques voisins. Et donc, c'est là que je te dis, j'ai une dame américaine, on ne se connaît pas, mais son mari est d'Angers. Biscaldi, c'est mon nom de femme mariée. Quand je dis Bignon, elle me dit ah mais mon mari en fait il connaît. Il me dit oui, je connais tes parents. C'est une petite ville en fait, Angers. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que dans le monde de la restauration, quand tu connais quelqu'un, c'est un cercle assez pas fermé, je dirais, mais je veux dire les gens se connaissent puis voyagent aussi. Mais donc cette dame, elle me dit ouais mon mari il connaît un tel. Je dis mais c'est le parrain de mon frère. Je dis c'est fou quoi. Et elle a été d'une gentillesse cette dame. Et ça a été ta première cliente du coup. Ouais. C'est super. Et est-ce que on peut parler un petit peu du rapport au sport entre l'Europe et les États-Unis parce que alors, je sais que les mentalités évoluent, hein, bien entendu, et je sais que ce que je vais dire ne représente bien entendu pas tout le monde. Je suis obligée de mettre quand même quelque part, voilà. Mais en grandissant, par exemple, quand on parlait de salle de sport, on disait c'est des gens qui vont faire de la gonflette, puis on s'en moquait un petit peu. Enfin, on n'a pas un rapport au sport, en tout cas en grandissant dans les années 90 en France, d'aller faire du sport tous les jours, c'est genre ouais, on va faire du sport de temps en temps. Le sport est beaucoup plus intégré dans le quotidien des gens ici et dès leur plus jeune âge, mais voilà, et j'ai l'impression que ça touche toutes les générations. Est-ce que c'est moi qui me fais des films ou est-ce que c'est quelque chose du coup que tu as noté toi aussi? Non, mais je pense, j'ai plein de réponses à ta question en fait. C'est que, alors déjà, le système français ne mise pas sur le sport. Je veux dire, t'en fais, t'es pas en division, etc. C'est pas spécialisé, tu vas pas avoir tes études financées parce que t'es très bon. Donc en fait, c'est plus, t'en fais pas, c'est pas grave quoi. Alors que ici, c'est vraiment ancré dans le système éducatif et vu la taille des US, c'est que en fait, tu vas à n'importe quelle compétition, tu serais déjà au niveau français. Tellement il y a le nombre de participants est impressionnant, le niveau de sport ici. Pas les infrastructures même. Enfin, tu vois, le lycée public du coin, ça ferait rougir le Stade de France des fois, certains trucs. Mais c'est clair. Ma fille, elle est allée au Redondo en Californie, en high school. Je t'assure, tu regardes la vue aérienne, ils ont une piscine, un stade, etc. Et c'est une high school. Mais le revers de la médaille, c'est que tu vas les pousser, ces gamins, quoi. Et tu vas en blesser pas mal. En blessé, tu veux dire au niveau mental aussi, mental et physique. C'est quelque chose dont tu as été témoin? Ah oui, ouais, c'est clair. Moi, ma fille a fait de la natation et après elle a fait du water polo. Il y a des coachs. Moi, je surveille toujours les coachs. Je vais toujours voir à quoi ils ressemblent parce que mine de rien, il y a des gens pas nets, pas clairs et qui respectent pas les enfants, les adolescents. Puis c'est la cadence, quoi. Je veux dire, quand tu fais de la natation, moi j'ai un respect et une admiration immense. C'est un entraînement le matin, tu fais tes cours et tu en refais un le soir, quoi. Des fois, à 5 heures du match, j'étais dans ma voiture, je l'avais déposée, j'essayais de dormir un petit peu, le temps qu'elle fasse son premier entraînement et on repart l'après-midi, quoi. Donc, c'est intense, quoi. Et c'est vrai qu'en France, en Europe, t'as peut-être plus l'aspect bien-être, mais ici, ils font rien à moitié, quoi. Donc, en fait, c'est à fond sur des corps qui sont en train de se former. Moi, j'entraîne des adultes et je demande toujours les sports qu'ils ont fait avant. Et je peux te dire, si tu as des football players, tu vas pas dire
t'as été blessé, tu vas me dire où et quand et combien de fois, quoi. Les contusions aussi. Je savais pas, mais au water polo, il y en a énormément aussi. C'est que la balle, quand tu te la reçois avec la vitesse, tu peux te faire des contusions, quoi. Et puis d'un côté, en fait, les Américains font beaucoup de sport parce qu'en fait, ils ne se dépensent pas dans la journée. Il y a besoin, des fois, c'est la seule heure de la journée. Par exemple, en Floride, tout le monde conduit. Il y a personne qui marche dans les rues. Donc, en fait, je fais une grosse différence entre des clients qui ont un style de vie actif. Au Colorado, tu es bien servi. Mais dans le reste des États-Unis, ils ont fait de la voiture. Mais c'est vrai qu'il y a même plein d'États où même si tu as envie d'aller pas loin de chez toi, en fait, il n'y a pas de trottoir. Non, il n'y a pas de trottoir. En fait. On vient juste de revenir du Texas. Je dis, mais on ne peut même pas courir ici, il n'y a pas de trottoir. Ça a été construit de telle manière qu'il n'y a aucun trottoir. Donc, en fait, ils ont besoin de brûler ces calories parce que le reste de la journée... et donc, ils sont intenses. Ils disent, faut que j'y aille. Je dis, tu peux pas récupérer ta journée en 1 heure. C'est pas possible. Tu vas te faire mal. Mentalement et physiquement, tu te stresses, c'est pas possible, quoi. Il y a un aspect, des fois, je leur dis, c'est du bien-être aussi de faire du sport. C'est pas à fond tout le temps, quoi. Ouais, c'est prendre soin de soi aussi. Oui, exactement. Et puis, surtout quand tu commences à vieillir ou que j'ai plein de spécialisations où en fait, c'est des gens qui ont des problèmes de santé, cancer ou des femmes enceintes, etc. Faut y aller mollo, quoi. Tu peux... Ouais, ça, en tout cas, faut s'écouter, c'est clair. Il y a beaucoup d'Américains, ils s'écoutent pas. Ils sont blessés pour une certaine raison. Je dis, oui, c'est une fracture de fatigue, ça. Tu as essayé trop fort ton marathon. L'entraînement, il y a beaucoup de gens qui suivent maintenant des sportifs professionnels. Tu n'es pas un sportif professionnel. Ce n'est pas le même style de vie. Tu n'as pas le même accès aux soins. Tu peux dormir entre tes entraînements, quelqu'un te fait des massages. Si tu vas essayer de faire... Parce qu'en fait, mon mari et moi, on a fait pendant plus de 10 ans du triathlon. Faut manier les choses, quoi. Et t'es pas un pro, quoi. C'est clair. Un truc que tu m'as dit quand on a échangé avant de programmer cet épisode, en fait, c'est... Donc, tu as vécu, on va en parler, dans différents États aux États-Unis, en Floride, en Californie, au Colorado, puis tu as eu un petit bout en Idaho. Tu me disais en fait que tu avais l'impression d'être reparti à l'étranger à chaque fois que tu étais parti. Dans ces États, est-ce que tu peux me parler justement un peu de, je sais pas, des différences? Est-ce que c'est quoi la mentalité? Alors, tu évolues dans le milieu du sport, tu en fais aussi beaucoup à titre personnel et professionnel. Est-ce que là-dedans aussi, dans ce rapport au sport, est-ce que, je sais pas, dans le paraître, dans le rapport à la nature, j'en sais rien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement des différences entre ces 3 États? Ouais. Là, on va commencer par la Floride. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est exactement les gens ne marchent pas. Et puis, c'était ta première destination venant d'Europe. Donc, j'imagine que le choc culturel est d'autant plus important quand tu es habitué à beaucoup marcher en Europe. Ouais, quand tu viens d'Irlande, oui, c'est sûr, quoi. Donc, la Floride, ça a été de s'adapter à l'américain, la langue en elle-même. Le vocabulaire. Après, j'avais plein de démarches administratives à faire pour s'implanter. Système scolaire différent. Donc, j'apprends kindergarten. Ils ont la taille des écoles, rien que la taille des écoles. Toute petite école en Irlande, juste en bas de la rue. Là, kindergarten, ils ont 5 classes de 25 élèves. First grade, pareil, second et tout ça. Donc, en fait, la taille, moi, je suis pas très bonne en orientation et géographiquement, je suis challenge, quoi. Donc, j'ai eu du mal. Et puis, on est parti d'un endroit super froid, humide, jamais l'été. Et là, c'est tous les jours. Mais il fait beau, il fait chaud. Les enfants se baignent tous les jours. Et mon petit me regarde et dit « Mom, look at the jungle !» Il a vu les palmiers. On n'a jamais vu de palmiers. Même la faune, la flore. On avait un iguane qui vivait toujours en face de la fenêtre de ma fille. Il regardait toujours ma fille. Donc, c'est vrai que c'est tropical, quoi. Moi, j'ai jamais vécu dans un endroit pareil. C'est clair, quoi. Donc, après 8 ans là-bas, donc quand on bouge en Californie, mine de rien, quand tu fais, il te faut un transcript scolaire. Donc, c'est quoi? C'est les relevés de notes, c'est les bulletins, en fait. Ouais. Et c'est pas dit qu'ils vont tout accepter. Donc, des fois, tu te refais. Ah, ma fille, elle a dû refaire de l'espagnol. J'ai vous rigoler, en venant de Floride. Ils acceptaient pas son niveau d'espagnol. C'est du délire, quoi.
Ouais, c'est dingue parce qu'on se dit c'est le même pays quand même. Enfin, je veux dire, en France, ça pourrait jamais arriver un truc comme ça. C'est le même pays, je passe d'une école à l'autre, point. C'est pour ça que je suis coach sportif et pas autre chose, parce qu'en fait, tu peux bouger d'un état sans de problème. Si tu es vétérinaire, faut recommencer certains trucs. Ouais, c'est vrai. Donc je dis bon, non, physical therapy, la thérapie et tout ça, j'adore ça. Ouais, la kiné. Mais je dis non. Quand je vois ce que c'est de changer d'état à l'autre, non. Et c'est vrai que pour revenir au programme scolaire, en fait, il y a aussi un truc qu'on ignore parfois venant, alors j'allais dire de France, je sais pas ce qu'il en est pour les autres pays européens, mais c'est qu'il n'y a pas de programme scolaire national en fait ici. Et c'est aussi pour ça, j'imagine qu'il faut qu'ils regardent que, je sais pas, telle note dans tel district n'est pas forcément l'équivalent de la même chose. Il y a une certaine harmonisation, mais il n'y a rien de réglementé au niveau national. Exactement. Ouais. Et en fait, moi, j'avais suivi mes copines. Je dis, ouais, je vais essayer, je vais voir. En Floride, mes enfants, ils étaient des bons élèves, donc ils étaient dans un programme spécial. Ce qui fait que ça a bien structuré les choses. Ils étaient dans les meilleures classes à chaque fois. D'accord. The Gifted Program. Tu les fais tester s'ils ont un quotient intellectuel qui passe, eh ben ils sont dans ces classes-là. Très poussés, tu veux dire? Ouais, ils sont poussés. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est par matière. Donc, si par exemple, tu as besoin de plus d'aide en anglais qu'en maths, eh bien, il y a des niveaux. La Californie, en fait, ma fille, elle est arrivée là-bas en high school, dur, vachement dur à s'intégrer, parce que l'endroit encore est immense. C'est assez clic, etc. Lui, mon fils, lui, il commence middle school de la première année. Donc là, c'est un peu mieux. Mais là encore, les enfants, ils se connaissent tous. C'est assez un microcosme californien, South Cal, sud de LA, quoi. Et comment est-ce que vous atterrissez d'ailleurs dans ce coin-là? Alors en fait, mon mari, il a décidé de changer de job et il a trouvé un job en Californie. Donc, on a fini l'année scolaire. Et puis, on a fait un road trip en camping-car avec mes enfants. J'ai pris mes 2 enfants, mon chien, les 2 vélos de triathlon et on s'est traversé les US, la I-10, tout le long de la Floride à la Californie, quoi. Et pour en revenir au changement, même les enfants, ils disaient, ouais, les Californiens, c'est pas les ados, ils sont pas pareils qu'en Californie, ils sont pas pareils qu'en Floride, etc. Ouais, même le slang ou... Le slang, donc c'est les gros mots, l'argot. L'argot, même la façon de prononcer certains mots, ils vont le faire différemment. Sur, tu sais, la façon dont ils prononcent les États, et d'un endroit à l'autre, des fois, ils prononcent différemment. Même, c'est fou, mais l'histoire des US, en Floride, ils l'expliquent pas de la même manière qu'en Californie, quoi. Sur, par exemple, sur Native American, Thanksgiving, ils ont dit Columbus Day. D'ailleurs, c'est en Floride qu'il y a eu pas mal que ça a commencé les book bans, les fameux book bans dans les CDI, quoi, dans les bibliothèques de collège et de lycée où ils interdisent des livres qui parlent de sexualité, qui remettent certaines choses en question, en fait. Oui, tout à fait. Mais des fois, on rigole avec ma fille parce que Amelia Bedelia, tu connais cette série-là? Non. Oh là là, mais c'est bête que ça n'en peut plus. Pourquoi ils ont été interdire celle-ci? Parce que tellement, je ne vois pas. Parce que des fois, c'est dans le contenu des choses et je dis, mais c'est complètement contradictoire. Si tu veux combattre des idées, il faut déjà les avoir lues et t'en faire une idée. Puis tu vas pas dire que l'esclavage n'a pas existé et bannir tous ces livres-là, au contraire. Donc c'est ridicule de ce côté-là, c'est sûr. Au niveau job aussi, moi je trouve que la culture d'entreprise est différente. Ah oui, tu me disais la population, parce que en Floride, moi mes clients, ils avaient 50 à 95 ans. En fait, très âgés. Donc j'ai pris une certification pour personnes âgées. Le lifestyle, c'est beaucoup moins actif que par exemple ici au Colorado. En Californie, alors là, je suis passée dans une sphère que je déteste. Tu sais, je veux avoir le physique d'une actrice. Quand je fais du sport, ça va être à fond, etc. Le superficiel. Les gyms du matin au soir sont blindés. C'est affolant. Moi, j'ai jamais vu ça. Le culte de la paraître. Et je dirais pas la Californie. C'est qu'on était près de
LA, c'est particulier, ça représente pas le reste, mais le superficiel, toutes tes clientes, elles arrivent en Lululemon, et puis, bah non, pas du tout ma mentalité, pas ça. D'accord. Colorado, bah, ce serait plus mon style de... Enfin, quand tu regardes la population locale, tu te crois plus en Europe que des gens actifs, mais pour les bonnes raisons, quoi. Pas pour rentrer dans ton bikini, c'est juste par... Puis en fait, je trouve qu'avec l'altitude, ici, t'as pas trop le choix, quoi. Je veux dire, ça t'attaque dur au départ. Tu te dis, ouf, ouais, je comprends. Va falloir que mes poumons, ils risquent... Ça a fait partie de l'adaptation. Californie à ici, on s'entraînait pour un Ironman. Je dis, même mes enfants, ils étaient essoufflés. Je dis, il n'y a pas que moi. Et c'est ça, en fait, parce que beaucoup de gens pensent que le Colorado, on est en montagne, mais c'est vrai que quand tu atterris à Denver, tout est plat. Et en fait, tu es déjà en altitude. En fait, tu es déjà à 1 mile d'altitude, donc 1600 mètres. Et c'est vrai qu'en fait, on oublie qu'on est en altitude parce que tout est plat. Enfin, tu vois toujours les montagnes à l'ouest, mais tout est plat. Puis tu te dis, mais moi, je suis plus bas. Je suis plus bas que les montagnes, donc ça va. Mais sauf quand tu vas à Colorado Springs, là, je dis, ok, là, c'est la haute montagne, c'est les endroits où je ne vivrai pas. Là, je suis bien ici, à ce niveau-là, parce que, point de vue logistique et hiver à passer, bon, c'est bien pour les entraînements, mais au quotidien, c'est déjà moins bien conduire. C'est la première fois que j'essaye la neige, donc chaque début d'hiver, je recommence à conduire. Je dis, tu sais conduire dans la neige, tu sais conduire dans la neige, parce que j'ai peur à chaque fois, chaque début d'hiver, quoi. Mais on s'y remet vite, vite. Et puis, ben voilà, Colorado, on est à 6 ans maintenant. Donc, tu as fait 6 ans en Floride. Combien de temps en Californie ? 8 ans. D'habitude, on est sur la truc des 8, mais on a fait que 2 ans en Californie parce que, honnêtement, c'est pas vraiment plus là-bas. Même les enfants, etc., C'était compliqué. Ouais, bah, c'est les périodes d'adolescence. On est dans un endroit assez opulent financièrement, donc il y a pas mal de drogues qui circulent. Les nanas sont toutes à faire pas manger, etc. C'est spécial. Hein, c'est pas. Puis Olivier a voulu en fait changer de job à nouveau, donc on était venu visiter ici, puis on s'est dit sympa ici, on aime bien quoi. Et puis du coup, il a recherché un job et ça se passe ici maintenant. Voilà. D'accord, ok. Donc ça n'a pas été très difficile de convaincre la famille de partir s'installer au Colorado, ce que je comprends. Oui et non, parce qu'en fait, ma fille avait un petit copain, donc californien, voilà. Ah, les parents horribles. Voilà. Qui l'ont déraciné. Non, c'est vrai qu'on les a beaucoup bougés et que à chaque fois que maintenant, si Olivier change de job, il demande toujours est-ce qu'on doit déménager ou pas. Mais maintenant, c'est eux qui sont partis. Ouais, ce que j'allais dire, maintenant, ils sont grands. Ils sont à l'université, voilà. L'un à 20 minutes à CU et l'autre à 50 minutes à CSU. Donc, ils sont restés in-state. Et puis, pour l'instant, le Colorado leur va bien. Mais c'est vrai que, justement, on en discutait avec ma fille l'autre fois. On disait, on ne sait pas ce qu'on est. On est un peu de français, un peu irlandais, un peu américain. Et on se voit pas rester tout le temps au même endroit. Au bout d'un moment, on a envie de rechanger. Là, elle est en senior au college et elle me dit bon, j'adore où je suis, mais j'ai l'impression que j'ai tout vu. J'ai besoin de nouveaux horizons. C'est marrant. Donc du coup, ils cherchent pas à planter les racines quelque part, mais ils sont prêts pour le prochain. Et toi et Olivier, alors? Les parents, eux, ils en sont où? Parce qu'il y a quelques petits indices quand même dans ce que tu me disais tout à l'heure qui avaient l'air de dire que bon, le Colorado, c'est vachement sympa, mais c'est peut-être pas le dernier endroit où vous allez vous Pas le dernier endroit. Voilà. C'est trop tôt pour t'en parler, mais on parle... Ah, c'est... D'accord, il y a vraiment quelque chose en mouvement. Il y a vraiment quelque chose, ouais. Donc, c'est amusant parce qu'à chaque fois, il y a une idée en tête et là, ça va me faire super drôle parce que c'est la première fois où on bouge sans nos enfants. Quelque part, je me rassure, je dis, mais c'est reculer pour mieux sauter parce qu'ils sont... C'est aux États-Unis ou pas aux États-Unis? Aux États-Unis. Ouais. Non, ouais. Mais ils n'ont pas fini leurs études, etc. Puis de toute façon, ton premier job aux US, ce sera où il sera, quoi. Et tu ne peux pas choisir. Les Américains sont beaucoup plus flexibles dans leur mentalité de où on va où le job est.
Et puis, donc eux aussi, ils le sentent. Mais là, ce sera la première fois où mon fils, il me dit, bah, ce sera pas notre maison. Et je dis, bah, si, t'auras une chambre. Vous allez chercher une maison avec une chambre pour chaque enfant, même si ils y habitent pas? Ouais, non, c'est clair. Hein. Ouais, ça va être intéressant, ça, de voir comment en fait évolue la famille. Les enfants, du coup, restent dans le Colorado, une de vos nombreuses escales. Je pense toujours que, tu vois, en tant que famille, c'est pas les parents et les enfants, on est 4 individus différents. Et ben, quel que soit ton âge, ton enfant, il doit se réinventer lui aussi, il doit être le nouveau. Et à chaque fois, les gens, ils me disent But where are you from? Où est-ce que vous venez à la base? Et à chaque fois, on se regarde. Ça va être long, la réponse encore, parce que... Et puis, bah, on a des enfants qui ont un parfait accent français ou américain, mais nous, avec notre accent français, donc je regarde, etc. Mais la réponse est longue, et puis... quelque part, je m'associe pas à un pays, et c'est amusant parce que, tu vois, l'autre fois, je pensais, si j'étais la nostalgie de ma vingtaine d'années, il n'y a aucune connexion française. On était déjà parti en Irlande et après à Londres et après l'Irlande. Et en fait, moi, la musique, c'est rock, pop. C'est comme si j'avais été une enfant, une étudiante de 2 ans, et après, paf. Alors du coup, tu t'identifies comme quoi? Parce qu'on disait donc que tes enfants, eux, quand on leur demande tu viens d'où, ils savent pas trop. Et toi, alors du coup? C'est comme si il y avait la Anne adulte et la Anne enfant, un peu presque. Ouais, non, ce serait plus une Française d'origine qui vit à l'étranger, parce que mes références françaises commencent à dater. Je parle jamais français sauf à mon mari. Tu vois, ce podcast, je disais, quel est le pourcentage de la population de mes amis qui pourrait le comprendre? Même pas. Ouais. Je peux dire n'importe quoi. Mais donc, vas-y, dis-moi où est-ce que tu pars? Ouais. Non, juste une Française qui est partie depuis longtemps et puis qui vit à l'étranger, mais j'adore les US, mais j'ai pas de reconnaissance. Enfin, si, j'ai beaucoup de reconnaissance du pays, de tout ce qu'il nous a apporté. Je trouve que c'est génial pour mes enfants. Et c'est vrai que nos enfants seraient très très différents s'ils avaient été élevés en France. Pour moi, ça a toujours été un grand rêve aussi d'avoir des enfants bilingues, et je trouve ça top. Et ils sont pas que français, ils ont chacun une part. Et c'est une force parce que dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils ont toujours quelque chose en commun. C'est amusant, mais ils font une soirée étudiante et ils disent ah mais oui t'es de là et tout ça. Ils connectent vachement avec les gens parce que ils rencontrent plein de gens de Californie, de Floride, des étrangers. D'être bilingue, très. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, ils sont super attentifs aux nouveaux immigrants, des gens qui parlent pas forcément bien la langue. Ils vont pas les enterrer, non, les pousser, etc. Ou des étudiants étrangers dire, bah, je vais t'aider un peu, ça se passe comme ça ici, etc. Et d'être attentif aux autres par rapport à ça, c'est important, quoi. Il y a des gens qui sont ici pour te servir des fois parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et tu les respectes. Mon fils, je dis, je suis fière de toi, c'est cool ce que tu fais. Il était serveur dans plusieurs endroits et en fait dans les cuisines, tu as toujours pas mal de Mexicains. Ils ont même pas l'air conditionné, s'il fait super chaud, surtout en été. Eh ben, il se ramène avec des plateaux de verre d'eau et puis il en donne à tout le monde et puis il s'occupe ou tu vois, de dire quelques mots en espagnol, etc., d'être attentif aux autres. Ça te rend plus conscient des autres, en fait. C'est clair. Il n'y a pas que toi sur Terre, quoi. À l'université, souvent, les teaching assistants, maintenant, il y en a beaucoup qui viennent d'Inde, de Russe, etc. Et il y a des élèves, ils se plaignent de l'accent, ils disent on n'arrive pas à comprendre, etc. Et ça, ils disent arrêtez, mettez-y un peu de bonne volonté, c'est pas vrai. Toi et moi, on sait ce que c'est de parler avec un accent. Il y a des gens, ils écoutent que l'accent. Au bout d'un moment, tu dis, oh, il y a un contenu, défocalise là-dessus et on a tous des accents. J'ai été complexée, mais je t'assure, pendant des années et des années. Et un jour, un client, il est d'origine cubaine, mais il est installé en Floride. Et je l'entraîne. La ville s'appelle Weston. Et Rosé, il me dit, tu sais très bien le nickname, le surnom de Weston, c'est Westonzuela. Parce qu'il y a tellement de Vénézuéliens qu'en fait, c'est devenu le nickname, le surnom, c'est Westonzuela. Et je dis, mais ouais, t'as raison.
Tout le monde a un accent. Et c'est amusant parce qu'avec cette petite phrase, il était tellement libératrice. Je dis, bah oui. Ouais. Mais de toute façon, d'un état à l'autre, il y a des fois où vous comprenez pas. Donc, c'est bon, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je sais que, je pense que j'ai déjà donné cet exemple dans le podcast, mais quand je fumais il y a des années, ça devait être, je sais pas, 2007-2008, donc genre j'étais à Boston ou j'étais à Buffalo, on était dans une grande ville, je pouvais aller acheter mes cigarettes. Si on partait en road trip, ben les gens, en fait, ils faisaient comme s'ils me comprenaient pas quand j'allais dans une station essence pour acheter des clopes. Et j'étais, non, mais je parle anglais. Et en fait, les gens, mais je pouvais, je sais pas, je parlais martien, je sais pas. Ils ne comprenaient pas ce que je disais parce que je pense qu'ils sont pas habitués, en fait, à entendre des manières de parler différentes de ce qu'on parle chez eux, quoi. Ah non, c'est clair. Il y a pas longtemps, on me l'a fait. Ah, je dis, ah, mais j'étais morte de rire. La nana, elle a commencé à me parler tout doucement. Je dis, non, mais Ou moi aussi, des fois, on s'est mis à me parler très fort. Moi, on m'a parlé très fort, genre elle est sourde. Mais non, non. Bienvenue aux États-Unis. Mais ça fait mourir de rire mes enfants parce qu'on va à une boulangerie à 100 mètres d'ici et elle me dit, vous êtes des touristes? Alors mes enfants, ils pouffent de rire. Non, on habite à 100 mètres d'ici, mais ma mère, elle est française. C'est pour ça. Parce que eux, ils parlent passe-partout, mais oui. Comment est-ce que tu expliques que toi et ton mari, vous êtes prêts à repartir encore une fois? Est-ce que pour toi, vous allez continuer un peu, je sais pas, ces demi-décennies à continuer d'explorer le monde, les États-Unis, ou est-ce qu'il y a un moment où vous avez envie de vous poser? Quand on est parti en Irlande, et même nous-mêmes, les gens nous disaient « Quand est-ce que vous revenez en France ?» Maintenant, les gens, ils nous demandent tout le temps « C'est quoi votre prochaine course de trail ?» Et combien de temps vous allez rester au Colorado? Et c'est amusant parce que à la base, on avait décidé de rester, mais ça y est, c'est reparti. C'est un espèce de bug et je me dis que c'est un virus. Et c'est un virus et je pense que j'aimerais vivre pas trop loin de mes enfants et que je serais prête à, tu vois, faire quelques mois de l'année avec eux ou de pas être trop à l'opposé géographiquement d'eux. Et je pense que non, on va encore bouger et j'ai pas de réponse. D'accord, mais en tout cas, le retour en France, non, c'est pas prévu. Ah, jamais, jamais. Mais tu sais, j'ai pas de connexion, j'ai quelques amis d'enfance, mais c'est tout. Moi, ma base, dans ma tête, c'est la Floride, quoi. C'est où j'ai élevé mes enfants, où j'ai mon groupe de copines, etc. Pour moi, home, c'est la Floride, c'est pas la France. Et puis quand je suis partie, mais j'ai pas de carte vitale, j'ai aucun papier, j'ai pas un compte en banque, j'ai absolument rien en France, quoi. Donc c'est pas non. Il y a juste la ville d'Angers qui se rappelle à ton bon souvenir très régulièrement. Écoute, j'y suis allée l'année dernière pour une cousinade et j'ai réalisé que j'avais pas vu mes cousins depuis 19 ans. Et cette année, on va retourner à Dublin. Donc ça, c'est un super rêve. Ça fait 10 ans qu'on n'est pas retourné. On va à un mariage et je dis, waouh, ça va être top de voir comment Dublin a changé. Ça a énormément changé, je le sais. Et vous allez aussi vous rendre compte à quel point vous avez changé depuis que vous avez quitté la ville, j'imagine. C'est vrai. Et tu sais, ce qui est choquant à chaque fois, c'est l'accent. C'est tellement prononcé. C'est que avant, ça faisait partie de notre quotidien, mais maintenant qu'on a changé, je dis, oh, ouf, c'est vrai que c'est intense, c'est intense. Est-ce que y a un conseil que tu pourrais donner à la Anne de... Attends, j'ai pas fait le calcul. De il y a 46... Je viens d'avoir 49 ans. Okay. Je suis partie à 98, 23 ans. 23 ans. Bon, en gros, la Anne des années 90 qui avait découvert qu'il y avait une vie hors de France et qui se disait que ça pourrait être vachement intéressant. Mais avant, en fait, de passer à l'action, tu vois, est-ce que, je sais pas, il y a un truc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ou pas du tout? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un petit conseil, un petit mot que tu pourrais lui dire? Principalement, quand tu vis à l'étranger, c'est que tu peux te faire des scénarios, te préparer, etc. Mais au final, tu auras toujours le plan que tu n'aurais jamais imaginé dans tes rêves, etc. Et que des fois, même avec mon mari, on se pince encore. Tu te dis, mais tu te rends compte, quand on était étudiant à Nice, que maintenant on vit ici aux US, étant français, tu n'as jamais cette opportunité qui se présente à toi aussi facilement. Et on se dit, waouh, c'est une super chance. Donc en fait, en triathlon, tu dis tout le temps, expect the unexpected. C'est-à-dire que
attends-toi à ce qui va t'arriver, c'est pas ce que tu avais décidé, planifié, etc. Donc, je pense qu'il faut être fluide avec les événements qui t'arrivent dans la vie et te dire, je me laisse guider, je me laisse porter. Du moment qu'en toi, tu dis, moi, je connecte aux endroits. Je peux pas m'imaginer d'aller vivre quelque part. Par exemple, quand on est venu de l'Irlande à la Floride, je suis venue une semaine là-bas, intense, mais il faut que je visualise, que je vois les gens, que je m'imprègne des lieux pour voir si c'est compatible ou pas. Parce qu'il y a des endroits, c'est très beau en tant que touriste, mais est-ce que tu t'imagines vivre là-bas? Moi, j'aimais bien New York, mais jamais j'aurais vécu. Ah, je ne peux pas, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, je trouve que les US, par leur attitude tellement positive, fonceur, dynamique, etc., je pense ça déteint et que je suis beaucoup plus positive maintenant que Ah, moi aussi, c'est pareil. par rapport à la France. Moi, j'ai étudié l'économie. Notre prof d'éco, il nous parlait du chômage tous les jours. Et je dis, mais c'est tous les jours, quoi. Donc, on va être des futurs chômeurs. Qu'est-ce qu'on fait là, dans ta classe, alors? Et c'est ça qui est fatigant en France, c'est le côté négatif des choses, quoi. Alors que quand tu vois certains événements qui arrivent dans les pays, tu les traites différemment. Tu dis, bon, on va s'en sortir. Puis nous, tu te rends compte, on arrive en 2007, en septembre 2008, c'était le gros crash. Et on s'en est même pas aperçu. Parce qu'en fait, t'as pas la connaissance au départ, le recul, etc., pour évaluer la situation. Et les gens étaient tellement, oui, c'est la merde, mais on va s'en sortir, que c'était pas désespérant, ça avait pas cet aspect dramatique. Je pense que tu refais le même schéma en France, ce serait beaucoup plus dur à vivre au quotidien, quoi. J'aime bien le fait que tu relèves les manches, tu continues, t'y vas, quoi. Donc, je pense que nos enfants aussi sont beaucoup plus positifs et malléables que s'ils avaient été... Si vous n'avez pas bougé. C'est clair. Mais ouais, non, de rester positif et sereine par rapport au futur, même si, des fois, tu peux... c'est pas toujours évident, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et de se battre, quoi. Ouais, c'est clair. Eh ben, c'est génial, c'est une très jolie conclusion, ça, Anne. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et j'ai bien hâte de savoir où est-ce qu'on te retrouvera dans quelques mois. Je te dirai ça une autre fois. Quand on raccroche, peut-être, quand on coupe l'enregistrement. J'ai bon espoir. Merci encore. Et puis, plein de bonnes choses et bon déménagement, du coup. Merci Anne-Fleur pour ton temps, ta gentillesse et... ça a été plus facile que je ne pensais parce que je suis pas du genre à me retourner sur le passé. Et... Attends, j'ai pris plein de notes. Ah oui, quand même. Tu sais que même moi, je me perds dans les dates, etc. Donc je dis, bon, faut que c'est un peu de sens chronologiquement. Je me retourne jamais vers le passé, j'analyse pas les choses, etc. Je suis plus vers le présent et puis le futur, si dans les bons jours, mais de se raconter et de se retourner dans le passé, c'est un exercice pour moi. Donc, merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Anne pour cette chouette conversation. Vous l'aurez entendu, on a eu un petit problème technique sur l'enregistrement de cet épisode. J'espère que vous ne nous en avez pas tenu rigueur et que vous avez quand même passé un bon moment. D'ailleurs, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous en partageant cet épisode ou en y laissant quelques petites étoiles et un petit commentaire, ça compte énormément. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, on retourne en Europe et on prend la direction de la Finlande en compagnie de Marianne. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Comme j'avais pas de travail, en tout cas, ce qui s'est rapidement dessiné, c'est que on allait partir quand lui aurait un contrat et que moi j'allais laisser mon travail freelance et j'avais aussi un travail à temps partiel, donc j'ai tout laissé et que j'allais chercher du boulot en Finlande.
Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore merci d'être là chaque semaine. Je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.